neurones vont activement chauffer, notamment sur la première partie avec Cédric Gélineau de Viralia, qui va bien poser le cadre. Il faut bien qu'on sache de quoi on parle aujourd'hui, parce que vous allez voir qu'en principe, vous aurez beaucoup de questions. Et pour éviter d'être hors sujet, on ne parlera pas d'autoconsommation individuelle, on ne parlera pas de revente totale, sauf avec la visite avec Philippe Collin et Climel de la toiture sur le gymnase. Donc là, on va vraiment parler d'autoconsommation collective. Donc Cédric nous fera la première partie. Ensuite, on aura M. Manouchier pour Enedis, qui viendra parler du rôle d'Enedis dans ses opérations d'autoconsommation collective. Michael Godet, qui est en visio depuis son iPad, qui est du bureau d'études Enerios, qui viendra nous expliquer notamment un retour d'expérience en cours sur une opération à Strasbourg. Et puis Loïc, ici présent, mon voisin de bureau, qui a bien voulu aussi se rendre disponible pour parler d'un retour d'expérience aussi du côté du Pays Caire de Lorraine à Colombey-les-Belles sur une zone d'activité. Et on reviendra avec Cédric pour cette fois retraverser la France, on le laissera se présenter tout à l'heure. Cédric Gélineau pour voir un projet aussi sur les secteurs de Mauges Communauté, pour un projet aussi en cours de développement. Questions-réponses. Ensuite, on conclut la phase là. On vous laisse faire une petite pause et on va, avec Maël, faire la partie qu'est-ce que c'est qu'un projet citoyen et ensuite visiter la toiture. Désolé, c'est un peu redondant avec ce que Alain a dit. Et avant de démarrer, je vous propose de vous mettre un petit peu en mouvement et de ne pas vous laisser vous endormir malgré le café. D'ailleurs, j'en ai fait redémarrer, qui sera prêt dans 30 secondes. Ce que je vous propose, c'est que pour qu'on connaisse un petit peu les gens dans la salle, et notamment pour nos intervenants, en fonction de vos sujets, de vos problématiques. Le but, c'est de se connaître un peu. On ne peut pas faire un tour de table, sinon on va être bon jusqu'à 16 heures pour le faire. Donc, ce que je veux vous demander, c'est de vous poser des questions. Et si vous êtes concerné par cette question, si vous êtes, par exemple, si je dis, est-ce que vous faites plus d'1m80, ben, si c'est le cas, vous vous levez. Comme ça, on voit qui dans la salle est concerné par la question-là. Et puis, si vous n'êtes pas concerné, vous restez assis. Comme ça nous permet de, sans faire un tour de table, de voir à peu près qui est dans la salle. Donc, on peut commencer tout simplement. Vous avez a priori une maison ou un appartement qui a sur sa maison ou sa toiture des panneaux solaires, peu importe ce qu'ils font ces panneaux solaires, si c'est de l'autoconsommation ou pas. Je vous invite à vous lever. On va voir qui a déjà équipé sa maison. Ah, oui, on a déjà du monde qui connaît ce que c'est qu'un panneau solaire, des câbles, des onduleurs. Ok, merci. Qui aimerait bien en installer toujours sur sa maison à court terme. Ah oui, il y a aussi du monde. Alors, vous n'allez peut-être pas vous rasseoir, on va voir. Qui voudra en installer plutôt sur des bâtiments publics de sa commune ou de son interco. Ah, ça, il y en a beaucoup qui restent debout. Ça bouge, ok. Ah oui, les Meusiens, premier rang. Ok, merci. On va faire un peu plus de géographie maintenant. Qui vient des Vosges aujourd'hui? On en a 5. Je vous laisse très rapidement dire les territoires et puis votre prénom. Jean, ok. André, Bouxerul. Claude, Ban-sur-Meurthe, Kielcy. Ban-sur-Meurthe. Pareil, le même prénom. Ah oui, vraiment, j'avais énervé le prénom. Claude. Esprien, Pays d'Alsace. Super, merci. Qui vient de la Meuse? On a fait des bords. Hein. Ah, Julien, c'est pour les photos ou... D'accord. Eh bien, si vous voulez dire qui vous êtes. Nous, on représente une association qui s'appelle Participe Présent, qui est donc basée à Saint-Maurice-sous-les-Côtes, dans les Côtes de Meuse. Et puis, on a un projet de centrale villageoise photovoltaïque. Super. Et c'est Christelle. D'ailleurs, à la feuille d'émargement, Julien avait un doute, on avait mis Nadine et elle n'est pas là. Nadine est cas contact. Ah ben, du coup, c'est pour ça qu'elle n'est pas cochée, Julien, tu as deux réponses. Qui vient de Moselle? Grotonquin. Et monsieur? Metz. Et alors, quel projet ou quelle collectivité? Je représente un énergéticien, okay. En particulier membre du LER. NJ, ok. Et donc, Grotonquin, la question, on l'a eu il n'y a pas longtemps au téléphone, c'est de faire… Un projet centrale villageoise, enfin un projet sur la mairie de faire du photovoltaïque et de pouvoir le distribuer les villageois investissent dedans. Oui, il y avait à la fois la notion au Grotonquin de vouloir investir et aussi de vouloir faire bénéficier de quelque chose de la toiture. Ça pourrait être l'électricité, ça pourrait être de l'autoconsommation collective. Il nous manque les Meurthe-et-Mosellan, je vous invite à vous lever. Ah bah oui, voilà. On sent qu'on a du travail à LER pour s'élargir en dehors de la Meurthe-et-Moselle encore, mais bon.
Eh ben super. Eh ben, si quelqu'un veut prendre la parole pour parler de son projet, profitez-en. Si vous avez quelque chose de particulier, mais vu que vous étiez nombreux, je ne vous passe pas toute la parole. Là. On est tout bon pour le tour de la géographie. Est-ce qu'on pourrait poser d'autres questions, Cécile? Est-ce qu'il y aura une question en plus qui t'intéresserait, l'autoconsommation individuelle? Je peux te demander si tu veux, on va voir, mais à mon avis, il n'y a pas vraiment. C'est bon? Ah ben voilà. Voilà pour mon tour d'horizon des projets, parce qu'on est à la bourre, donc je ne vais pas aller plus loin sur le tour de parole. Et puis, normalement, il y a 5 minutes, on aurait dû commencer avec Cédric. Donc, Cédric Gélineau de Viralia, on te laisse la parole pour nous parler, de cadrer le sujet. Qu'est-ce que c'est que l'autoconsommation collective? Comment on le différencie de l'autoconsommation individuelle et de la revente totale? Pourquoi on en parle de plus en plus et qu'on crée cette conférence aussi aujourd'hui, notamment lié à la réglementation, un arrêté tarifaire du mois d'octobre 2021. Et puis, je crois que tu vas nous faire le parallèle avec l'alimentation au circuit court pour que tout le monde comprenne. À toi, Cédric. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on t'entend, Cédric? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Super. Eh bien, écoutez, bonjour. Donc, je suis Cédric Gélineau, donc de Viralia. Excuse-moi. Viralia, donc c'est une société qui permet donc l'accompagnement, entre autres, pour aller jusqu'à l'autoconsommation collective, mais surtout des collectivités territoriales et des collectifs citoyens dans le cadre de projets photovoltaïques, et pour ouvrir aussi toute la palette de l'autoconsommation individuelle, collective, mais aussi les modèles plus standards, donc de réinjection en totalité. Pour commencer, pour bien visualiser comment se place donc une opération d'autoconsommation collective, en effet, je vais commencer par essayer de faire un petit parallèle avec l'alimentation. Aujourd'hui, donc, les consommateurs sont de plus en plus exigeants quant à la qualité, la provenance et l'impact environnemental de son alimentation. Et puis, dû à ces changements, le marché s'est adapté. Là où avant, on achetait principalement son alimentation dans des grandes surfaces, on a vu apparaître des plus petites surfaces, des magasins qui allaient vers les circuits courts, donc pour essayer de diminuer les intermédiaires, et puis également essayer d'acheter des produits beaucoup plus bio ou local, ou les deux. Et puis, on a vu aussi dans cette diversification une approche beaucoup plus aussi à aller acheter directement à son producteur via les AMAP ou directement au producteur à la ferme. Et puis, on a vu également une augmentation de la part également pour pouvoir produire soi-même ses légumes autour de son propre potager. Au sein de l'écosystème de l'énergie, on pourrait faire le parallèle où jusqu'en 1999 pour les entreprises et 2007 pour les particuliers, on avait donc un monopole d'État constitué avec EDF. Et puis, après ces différentes dates, on a vu apparaître sur le marché de l'énergie des fournisseurs dits alternatifs qui se sont orientés soit à travers le rachat de l'énergie nucléaire ou de la valorisation des circuits courts également de l'énergie. Et là, pour ne pas citer de marque, mais je parlerai davantage, c'est le concept d'Enercop qui souhaite acheter de l'énergie au plus proche de ses producteurs. Et puis, à partir de 2017, et on y reviendra juste après, on a eu la possibilité d'installer des panneaux solaires sur les toitures des bâtiments et de la consommer directement. C'est ce qu'on a appelé l'autoconsommation individuelle. Et dans le même cadre de loi est apparue également l'autoconsommation collective étendue
qui permet donc d'acheter directement aux producteurs l'énergie. Donc, c'est vraiment le cadre énergétique qui est en train de se diversifier et de valoriser, donc de mieux valoriser l'achat d'énergie. Pour revenir donc sur l'aspect un petit peu réglementaire, donc avant 2017, on n'avait pas d'autre choix que de revendre toute son énergie. C'est-à-dire que le bâtiment avait deux compteurs, l'un de consommation donc, qui permettait donc de mesurer l'énergie qui rentrait dans le bâtiment, et un autre de production qui permettait donc de mesurer ce qui allait être vendu sur le réseau public de distribution. C'est ce qu'on appelle donc l'injection en totalité. À partir de 2017, on a mis en place une loi, donc la loi qu'on a appelée la loi de la transition énergétique pour la croissance verte, qui a introduit donc cette notion d'autoconsommation, donc autoconsommation individuelle, où là, on n'a donc qu'un seul compteur, puisque l'installation est directement reliée au tableau électrique du bâtiment pour pouvoir être consommée directement par le bâtiment, en sachant que les surplus iraient sur le réseau et le compteur compte dans les deux sens. On a mis en place également, donc, dans le cadre en 2017, donc, l'aspect d'autoconsommation collective étendue qui consiste à mettre en relation des producteurs d'énergie solaire photovoltaïque, plus particulièrement, puisque c'est ce qu'il y a de plus souple, désireux de mieux valoriser ces surplus d'énergie, avec des consommateurs souhaitant donc consommer une énergie propre et locale. Cette opération d'autoconsommation collective donc, réunit tous les adhérents de l'opération au sein d'une sorte de communauté qui est elle-même chapeautée par ce qu'on appelle la personne morale organisatrice, donc la PMO, qui va donc faire en sorte de contractualiser avec chacun des membres de la communauté pour pouvoir aller chercher les données de consommation et de production directement chez Enedis, et puis faire le dispatching de l'énergie suivant ce qui a été décidé par les adhérents à l'opération, en sachant qu'on peut prévoir des boucles prioritaires, et puis renvoyer à Enedis une clé de répartition, donc pour chaque bâtiment, de dire les consommations qui ont été fléchées vers le consommateur, pour que ensuite Enedis puisse fournir aux fournisseurs d'énergie en place pour chaque bâtiment le restant à facturer. Au sein donc en 2017, lorsque la loi est sortie, il n'y avait pas de cadre géographique, c'était plus un cadre, je dirais, technique qui disait qu'il fallait que chaque membre de la communauté soit relié au sein d'un même poste de transformation basse tension, ce qui apportait pas mal de complexité. Et on a vu donc une modification de la loi pour mettre en place un cadre géographique, ce qui est quand même beaucoup plus simple pour pouvoir savoir si on peut ou non intégrer un nouveau consommateur ou un nouveau producteur dans la communauté. Ce cadre géographique a été fixé à 2 km au maximum entre chaque participant. Il s'agit d'un cercle, entre guillemets, auquel on peut mettre le centre où l'on souhaite, à partir du moment où chaque participant n'est pas éloigné de plus de 2 km. Il y a une limite également de puissance, puisqu'il s'agit donc on ne peut avoir plus de 3 MW crête installés dans la communauté.
Et puis, également, il était donc à l'origine, en 2017, il était possible d'avoir que des consommateurs ou des producteurs étant sur le réseau basse tension. Et puis, pardon, la loi a évolué donc en 2020 pour pouvoir accueillir ces ces consommateurs et ces producteurs également sur le réseau moyenne tension. Et puis, il y a une autre limitation qui est la limite, je dirais, d'adhésion, puisque chaque participant ne peut adhérer qu'à une seule opération d'autoconsommation collective. Donc, ces opérations d'autoconsommation collective permettent de diversifier ces approvisionnements d'énergie. Donc, le fournisseur d'énergie reste en place. Simplement, on vient rajouter une priorisation, c'est-à-dire que s'il y a de l'énergie disponible dans la boucle d'autoconsommation collective, elle sera prioritaire sur le fournisseur. Et c'est pour ça qu'on se doit de fournir à Enedis la clé de répartition pour qu'il puisse fournir aux fournisseurs donc, le restant à facturer. Entre autres, s'il n'y a que du solaire, ça va être également donc, ça va être tout ce qui va être de nuit ou s'il n'y a pas assez de production sur la boucle, de pouvoir fournir le complément. Voilà. Et au niveau des facteurs, donc au niveau des choses qu'il faut bien faire attention, et on y reviendra donc dans la deuxième partie, hein, quand je parlerai de l'exemple avec Mauche Communauté, parce que je ne l'ai pas précisé, mais je suis en effet de l'autre côté de la France par rapport à vous. Je suis situé dans les Pays de la Loire. On a donc deux choses à faire bien attention. C'est le facteur d'autoconsommation et le facteur d'autoproduction. Le facteur d'autoconsommation, c'est la part qui a été produite et consommée sur la part totale de production de l'installation. Donc, si on est au niveau autoconsommation individuelle, donc ça sera que à l'échelle du bâtiment. Mais ce facteur d'autoconsommation est valable aussi sur l'ensemble de la communauté pour pouvoir voir si on a assez de production ou trop de production et du coup, on fait trop de surplus. Il y a le deuxième facteur qui est également donc, qui nous permet un peu d'analyser une opération d'autoconsommation collective, c'est le facteur d'autoproduction. Donc, qui est la part donc, autoconsommée sur la part totale de la consommation. Encore une fois, si on est à l'échelle d'une autoconsommation individuelle, donc d'un bâtiment, ça correspondra à la part autoconsommée sur l'installation photovoltaïque par rapport à la consommation globale du bâtiment. Mais si on est sur une boucle d'autoconsommation collective, ça correspondra à la part autoconsommée par l'ensemble des participants de la boucle d'autoconsommation collective sur la part totale de consommation sur la boucle. Par rapport à la temporalité sur un projet d'opération d'autoconsommation collective, il faut bien comprendre qu'il y a d'abord une partie d'études où on va donc recenser les consommateurs et déjà récupérer les consommations des bâtiments. Et si on n'a pas ce qu'on appelle la courbe de charge, donc qui est la consommation, je dirais, au pas de la demi-heure, ou au pas de 10 minutes suivant les compteurs mis en place, nous permet, si on n'a pas ces données-là, on va récupérer donc la donnée de consommation quotidienne qui, elle, l'index de consommation quotidienne, qui, elle,
est toujours accessible. Et puis, on va prendre des profils de consommation pour essayer d'estimer globalement, si c'est un bâtiment tertiaire, on sait que la plupart des consommations seront en journée. Si on est sur des citoyens, on sait que les consommations seront réparties beaucoup plus sur des pics situés autour le matin, autour des 7 heures. Autour de midi, il y a également un léger pic et puis un pic plus important également le soir. Une fois qu'on a bien étudié toutes les consommations, on va regarder donc les producteurs. Et puis, on va estimer également, donc si les installations ne sont pas déjà raccordées, on va estimer la production possible. Et puis, avec toutes ces données-là, on va les corréler ensemble pour bien comprendre si on a trop de consommateurs ou trop de production, savoir qu'est-ce qu'on va faire de l'énergie dans ces cas-là. Une fois que l'étude est terminée et validée, donc il y a une partie de demande de raccordement. Donc là, c'est directement à Enedis, c'est plutôt classique. Puis ensuite, vient 3 étapes, je dirais, en parallèle. La première, elle est factuelle, elle est au niveau de l'installateur pour pouvoir avoir le matériel. On voit aujourd'hui que les installateurs sont assez contraints parce que le marché de l'installation du solaire est assez fort et qu'on a des délais au niveau de disponibilité des installateurs, mais aussi du matériel qui peut être assez long pour arriver jusqu'à l'installation. En parallèle de ça, bien sûr, on lance les démarches administratives. Donc là, on a une période de 6 mois puisque suite à la demande de raccordement, on a donc le devis d'Enedis qui nous stipule si on doit renforcer le réseau pour pouvoir accueillir la centrale photovoltaïque, si on doit changer un transformateur et tout ça. Et ceci se passe pendant cette part de raccordement Enedis qui va durer à peu près 6 mois entre la signature et puis le raccordement effectif. Je laisserai Monsieur Manouvrier donc peut-être en dire un petit peu plus juste après. Et puis, il y a une part qui est propre à l'autoconsommation collective, qui est le recensement des participants et le pré-contrôle par Enedis de 1. Est-ce qu'il est bien dans les périmètres d'une boucle d'autoconsommation collective? Et puis 2, est-ce qu'il a, oui ou non, un compteur communicant? Puisqu'il nous faudra un compteur communicant pour pouvoir récupérer les données, comme je disais, au pas de la demi-heure. Si le compteur n'est pas déjà en place, ce qui devrait arriver de moins en moins souvent maintenant, puisque le déploiement, entre autres, des Linky est quasiment achevé. Je laisserai aussi M. Manouvrier nous en dire un petit peu plus peut-être là-dessus. Et une fois qu'on a recensé et qu'on a préinscrit tous les participants à l'opération d'autoconsommation collective, on va avoir une période, donc on va déclencher la mise en œuvre de l'opération et 10 jours plus tard, Enedis nous valide le raccordement et le lancement de l'opération. Mais les opérations ne sont pas encore terminées puisqu'on va rentrer dans une phase de test. C'est une phase où Enedis va vérifier déjà que les données remontent bien du compteur communicant vers chez eux et vérifie qu'il n'y ait pas de soucis techniques à la collecte des informations. Et puis, va vérifier aussi par rapport à la personne morale que les communications et la récupération des données se passent bien. À l'issue de ces 2 mois, donc, on a un déclenchement donc, de la phase de démarrage. Enedis nous fournit donc 2 semaines avant le début effectif de l'opération, donc la date à laquelle va se déclencher l'opération pour entrer dans la phase d'exploitation. La phase d'exploitation, j'aime bien dire phase d'exploitation et d'animation,
parce que le travail n'est pas, entre guillemets, terminé. On a posé la première graine. Après, derrière, on va pouvoir visualiser donc, tous les ans, à savoir si on est toujours en équilibre ou si on doit soit rechercher des nouveaux consommateurs parce que on voit que finalement, on produit plus que nécessaire et que on peut rajouter des consommateurs sur l'opération. Ou vice-versa, de se dire est-ce qu'on a trop de production, on a trop de consommation et du coup, il faut rajouter des moyens de production et du coup, d'essayer d'identifier quel bâtiment pourrait accueillir une centrale photovoltaïque pour couvrir ses consommations. Voilà au niveau de la partie plus l'introduction sur l'autoconsommation collective. Merci Cédric. J'allais justement demander à Maël s'il restait beaucoup de diapos parce qu'on avait 10 minutes de retard, mais c'est en partie de ma faute, donc je n'allais pas trop te pénaliser. J'ai essayé de faire vite, je suis désolé. 15 minutes comme prévu. Ce que je vous propose, c'est qu'on prévoit un temps de questions-réponses plutôt à la fin, surtout sur des choses qu'ils n'auraient pas évoquées. Par contre, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans ces diapos, une clarification, on peut en profiter tout de suite. Mais par contre, si c'est pour demander, je sais pas, comment c'est rentable une opération, là, ça sera plus tard, on verra avec les cas concrets. Mais voilà, s'il y a une question de clarification, on en profite tout de suite. Sinon, on reviendra au temps d'échange à la fin. On a 20 bonnes minutes pour questionner nos 4 intervenants d'un coup. C'est tout bon pour vous? Le café fait effet, il vous maintient super. Bon, voilà, on a passé le plus costaud, je pense, et bien cadré le sujet. Merci Cédric. J'invite M. Manouvrier à intervenir pour une bonne dizaine de minutes sur Enedis, le rôle d'Enedis. On pourra aussi parler un petit peu des aides Climaction, donc les aides de la région et de l'ADEME. Vous avez d'ailleurs de la doc à l'entrée, mais je crois qu'il en reste encore. Et puis peut-être, pourquoi pas, comme Cédric vous a tendu la perche sur Linky, ça permet aussi l'occasion de voir si vous connaissez l'état du déploiement. Si ça ne vous dérange pas de vous lever pour… On n'a pas pris de micro, hein, c'est tout. Je me meublerai, vous inquiétez pas. Alors, juste, donc je me présente, Jean-Raphaël Bouillet, je travaille à Enedis, je suis responsable de l'agence collectivité locale d'Enedis sur la Meurthe-et-Moselle, donc en relation avec une bonne partie des élus présents dans la salle sur la Meurthe-et-Moselle. Juste 2 précisions par rapport à ce qu'a dit le collègue. La zone de 2 km, c'est bien une zone géographique de 2 km de diamètre, donc 1 km de rayon, et on est sur du vol d'oiseaux. Cette zone de 2 km peut, avec dérogation du ministère et à la demande de la personne morale, être élargie à 20 km et surtout dans les secteurs ruraux. Globalement, c'est une adaptation, une dérogation qui est arrivée courant 2021 pour notamment permettre en zone rurale d'avoir des opérations d'autoconsommation collective qui se montent sur un périmètre un petit peu plus large que le périmètre étendu de la loi qui est de 2 km. Comme l'a dit également le collègue, on peut avoir effectivement une autre contrainte, c'est que tous les points de consommation et de production d'opérations doivent être accordés sur le même réseau de distribution. C'est-à-dire que globalement, Enedis est distributeur sur 95% du territoire. Par contre, on a des territoires qui sont actuellement couverts par des ELD, donc des entreprises locales de distribution, qui sont sur leur périmètre les mêmes fonctions que le distributeur d'électricité. Et on ne peut pas avoir une opération qui est à cheval sur Enedis, par exemple, et une entreprise locale de distribution. Ça, c'était le deuxième point. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Et sur l'ouverture aux 20 000 volts, donc à la HTA, cette ouverture n'est possible que si l'ensemble des points de production de l'opération sont d'origine renouvelable. Dit autrement, si vous avez du photovoltaïque, si vous avez de la centrale hydroélectrique, si vous avez des éoliennes, c'est OK. Par contre, si vous avez une cogénération à base de gaz, vous ne pourrez pas ouvrir à la HTA l'opération de consommation collective, puisque globalement, le gaz n'est pas reconnu aujourd'hui en énergie renouvelable. Donc, une opération d'autoconsommation collective, entre la personne morale et Enedis, il va y avoir une convention d'établi
Cette convention donc, permet de contrôler effectivement qu'on est bien dans un périmètre de 2 km au niveau de l'ensemble des participants, que ce soit des producteurs ou je dirais les consommateurs. Elle va regarder également l'éligibilité des points donc, par rapport notamment au compteur communicant. Et on va travailler entre la personne morale et l'Enedis sur quelque chose qui va être virtuel. Comme l'a dit le collègue, on est sur de la gestion de données de consommation et de la gestion de données de production. On ne va pas tirer un réseau entre les différents participants. Le réseau de distribution d'électricité est existant. Il raccorde tous les participants au réseau de distribution. Donc, on ne va pas créer, je veux dire, un réseau. On va uniquement traiter des données de consommation et de production. Et globalement, on va regarder pendant le temps de la production ce qui a été consommé par les participants sur le même créneau horaire. Et en fait, on va appliquer après la clé de répartition qui aura été déterminée entre la personne morale et Enedis. Je vais y venir tout de suite sur la clé de répartition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez du photovoltaïque, par exemple, le photovoltaïque, lui, va produire en journée, vous allez éliminer les points de consommation qui, eux, vont fonctionner la nuit, notamment pour les collectivités. Si vous n'avez que du photovoltaïque dans l'opération de consommation, vous n'allez pas pouvoir y intégrer vos points d'éclairage public. Puisque par principe, l'éclairage public va consommer la nuit et ne va pas consommer pendant la journée. Si vous avez une autoconsommation collective qui se fait autour d'une production hydroélectrique qui est censée tourner 24/24, vous allez pouvoir réintégrer les points d'éclairage public. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on regarde en fait lorsqu'on rencontre au départ les personnes morales. Globalement, on va regarder quels sont, et au travers du bureau d'études qu'elles auront choisi, quels sont effectivement les points de consommation qu'elles veulent rattacher. Après, une personne morale, qu'est-ce que c'est l'organisatrice? C'est une forme juridique. La collectivité locale, quand on fait par exemple une opération étendue avec une commune, la commune est une personne morale organisatrice à la base. Donc globalement, si tous les points de consommation appartiennent à la commune et si tous les points de production appartiennent à la commune, on va traiter en fait avec la commune qui va devenir personne morale organisatrice. Cette forme juridique, elle peut évoluer dans le temps. C'est-à-dire que globalement, si demain la commune, sur une opération simple à la maille de la commune, elle fait par exemple rentrer le boulanger ou rentrer des concitoyens dans l'opération d'autoconsommation collective devra évoluer sur sa personne morale au niveau de la forme juridique. Il va falloir que la forme juridique, la structure juridique qui va représenter la personne morale auprès des Enedis, elle évolue pour prendre en compte qu'il y a d'un côté la commune, mais il y a aussi des parties privées qui rentrent dans l'opération. Et ça, je veux dire, c'est à regarder au travers, je dirais, de la forme juridique que prendra la personne morale. Dans un état simple, avec une commune, on a une personne morale qui est représentée par la commune, tout simplement. Alors, on a parlé de périmètre étendu. On peut aussi être au périmètre d'un immeuble. Et il y a globalement une autre forme juridique, les personnes morales de base, c'est tout ce qui est bailleur social. Un bailleur social est une personne morale auprès des Enedis qui peut, sur un bâtiment ou plusieurs bâtiments, faire de l'autoconsommation collective. J'ai mon collègue ici dans la salle, Pascal Lelec, qui lui suit plus particulièrement, moi je suis plus particulièrement les collectivités locales, mais Pascal Lelec suit plus particulièrement les promoteurs et les bailleurs sociaux. Si vous avez des questions, il pourra y répondre. Une fois qu'on a déterminé tout ça avec la personne morale, on va effectivement signer une convention. On va récupérer en fait un fichier donc Excel qui va identifier l'ensemble des consommateurs. On va regarder l'ensemble des producteurs également. Et puis on va le qualifier côté Enedis. Une fois que ce fichier va être qualifié, on va le rentrer dans nos outils pour pouvoir faire les différents calculs et je dirais appliquer la clé de répartition qui aura été déterminée et faire l'information des parties prenantes. Alors, dans les parties prenantes, il y a la personne morale, il y a les fournisseurs qui sont derrière les contrats de consommation des différents participants. Et là, on ne touche pas du tout au contrat que vous avez avec le fournisseur. Les contrats avec les fournisseurs restent les mêmes. On va informer également le responsable d'équilibre
de l'opération d'autoconsommation collective. Le responsable d'équilibre, c'est qui? C'est quelqu'un qui va racheter les éventuels surplus d'opération. Et puis, à côté de ça, nous, on va produire les données, donc faire cette information, et notamment au niveau des fournisseurs, pour que globalement, sur la facture d'électricité d'un point de consommation, s'il a consommé 100 kW et qu'il y en a 20 qui ont été autoconsommés, la facture résiduelle du fournisseur pour ce qui a été pris sur le réseau, elle va être de 80 kW et plus de 100 kW. Ça, c'est le principe. Les clés de répartition. Il y a 3 clés de répartition actuellement dans les opérations d'autoconsommation collective. Il y a une clé de répartition qu'on appelle fixe, c'est-à-dire qu'au départ de l'opération, on détermine par bâtiment l'autoconsommation que le bâtiment va prendre. Si on a par exemple 100% à distribuer qu'à 5 bâtiments, on peut très bien dire c'est 20% par bâtiment. Cette clé qui est fixe, elle ne tient pas compte de la saisonnalité des consommations. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez un groupe scolaire dans l'opération, le groupe scolaire, l'école elle tourne, il va consommer. Par contre, pendant les vacances d'été, notamment, ces consommations vont être moindres. Et c'est plutôt là que vous allez avoir le plus de production photovoltaïque. Donc, si vous avez fait une clé de répartition fixe, le groupe scolaire, du 1er janvier au 31 décembre, il va avoir 20%. En été, les 20% vont très largement peut-être surdimensionner par rapport à ses propres consommations. Et donc, la partie qui restera et qui ne sera pas autoconsommée ne pourra pas être répartie sur les autres bâtiments. Et cette partie-là sera forcément rachetée par le responsable d'équilibre, mais c'est de l'autoconsommation qui est perdue. C'est de la production locale qui n'est pas consommée localement. La deuxième clé de répartition, c'est ce qu'on appelle du dynamique. Là, effectivement, la personne morale, elle est, armée pour suivre tout au long de l'année les consommations et la valeur des consommations et des productions. Et elle va informer Enedis à chaque cycle de facturation de la part, effectivement, qui a été auto-consommée par chacun des participants en termes de consommateurs. Ça veut dire que la personne morale, c'est qui? De quelqu'un ou d'une structure qui va suivre au jour le jour à la fois la production, à la fois la consommation, et va informer Enedis de la manière dont il va falloir, au cycle de facturation, répartir la production sur l'ensemble des consommateurs. La troisième forme de clé de répartition, c'est ce qu'on appelle le dynamique par défaut. Et là, c'est Enedis qui, à chaque cycle de facturation, selon la saisonnalité de la production et de la consommation, va appliquer la meilleure clé de répartition. Le but étant effectivement que l'ensemble de la production, à chaque cycle de facturation, soit autoconsommé par les participants. Voilà globalement ce qui va se passer entre la personne morale organisatrice et Enedis au travers de cette convention. Alors bien entendu, Enedis va vous accompagner sur le projet. On rencontre actuellement pas mal de collectivités qui sont intéressées par ces projets d'autoconsommation. On leur explique globalement ce qu'a expliqué Michael tout à l'heure. On va également commencer à regarder les points de consommation. On va regarder si la zone géographique est jouable. S'il y a plusieurs opérations sur une même collectivité, c'est possible. Mais par contre, effectivement, elles ne doivent pas se regrouper. C'est-à-dire qu'un participant d'une opération ne peut pas participer à une autre opération. Il ne peut pas y avoir de recouvrement. Et puis derrière, il y aura effectivement, après la partie raccordement des points de production. S'ils sont en projet, il faudra bien un moment qu'on les raccorde. Et là, on est sur un processus de raccordement classique. Un devis, une suivi des travaux, une mise en service et pour certains, lorsque vous dépassez 36 kW, vous aurez besoin effectivement de ce qu'on appelle un contrat d'injection avec le distributeur. Et puis derrière, on aura après l'opération de consommation collective qui se mettra en place une fois que au moins une des productions sera raccordée et en service. Je rajouterai juste une chose, c'est que ces opérations d'autoconsommation collective aujourd'hui, elles ne sont pas verrouillées à la date de signature. Là où l'opération, elle va vivre, si vous êtes sur une collectivité, par exemple, qui s'engage dans cette démarche et qui dit, voilà, au départ, je fais un point de production, je commence mon opération d'autoconsommation
Mais par contre, dans 2 ans, je vais rééquiper le gymnase, le gymnase, on va y mettre une structure photovoltaïque. La deuxième production rentrera en fait dans l'opération. Et puis, si vous décidez d'enlever un point de consommation, de rajouter un point de consommation, c'est des opérations qui vont vivre dans le temps et qui ne sont pas verrouillées à la signature du contrat. De même, la clé de répartition qui est choisie au départ, elle peut évoluer dans le temps aussi. Si par exemple, on a choisi du 6 et qu'à la sortie, vous préférez du dynamique par défaut, ou inversement, on va modifier ce genre de choses. La personne morale peut évoluer aussi dans sa forme juridique si l'opération se densifie et s'ouvre à d'autres partenaires. Voilà. Globalement, ce n'est pas un contrat de rachat d'électricité par une obligation d'achat, où en fait les choses sont verrouillées pour le temps du contrat qui est généralement sur 20 ans. Je profite de cette petite pause pour vous dire qu'on est encore en retard. Et est-ce qu'on pourrait avoir juste en 2 phrases l'état d'avancement du déploiement de Linky, et puis si vous avez quelques mots pour Climaction, donc un dispositif d'aide qui vous permet aussi de financer cette part d'études et même d'investissement. Alors aujourd'hui, pour le déploiement de Linky sur la Lorraine, on est à plus de 90% de l'ensemble des compteurs qui ont été déployés. Donc on est à nos objectifs. Les équipes de déploiement, je dirais, qui avaient été mises en place dans chaque direction régionale, elles sont actuellement, on est en train de les réorienter, elles sont en train de disparaître. On continue à densifier la pose des compteurs. Globalement, il reste encore à peu près 10% des compteurs et ça va continuer pendant encore quelques années. Et puis voilà, donc en termes de Linky, aujourd'hui, on est bien. Quand on qualifie des points de consommation, justement, c'est quelque chose qu'on va aller regarder, puisqu'il peut y avoir un compteur qui ne soit pas déployé dans une commune, un ou 2 compteurs, donc on va demander un déploiement spécifique, on va aller changer ce compteur, parce qu'effectivement, il faut un compteur communicant. Donc c'est Linky jusqu'à 36 kg, et puis c'est un compteur PMI au-dessus jusqu'à 250 kg. Mais il faut un compteur communicant parce que justement, le compteur doit être capable d'isoler en fait la période de production et avoir en fait l'image de la période pendant la même période de la consommation pour pouvoir appliquer en fait la clé de répartition. Et sur les aides Climaction. Et Climaction, en fait, c'est un accompagnement qui existe sur la région. Alors là, tu interviens si tu veux. C'est un accompagnement qui existe, qui est spécifique à la région Grand Est et qui peut accompagner vos projets aussi bien sur la phase étude que sur la phase réalisation. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop si ça englobe également l'étude juridique de la personne morale, tout ça, mais au moins sur l'étude et sur la réalisation, ça va vous accompagner au niveau des projets financièrement. Alors, par contre, l'arrêté S21, donc l'arrêté tarifaire de 2021, interdit maintenant le cumul des aides publiques. Donc globalement, Climaction, c'est une aide publique. Et si vous prenez votre contrat, votre responsable d'équipe et le rachat d'électricité en obligation d'achat, c'est également une aide publique, donc vous ne pouvez plus bénéficier des deux. Il faut faire un choix entre l'accompagnement de Climaction ou l'accompagnement en obligation d'achat, donc du rachat d'électricité. Aujourd'hui, Climaction, sur la partie autoconsommation collective, accompagne en fait les études. Alors, il y a d'abord une règle de base, c'est qu'il faut que 70% de la production soit autoconsommée. Ça ouvre en fait au dispositif. Donc, si vous êtes en dessous de 70% d'autoconsommation, vous n'aurez pas le dispositif. Après, en autoconsommation collective, sur la partie études, Climaction accompagne jusqu'à 70% des études plafonnées à 10 000 € par bâtiment. C'est ça, hein, globalement. Et après, sur la partie travaux, Climaction accompagne jusqu'à 500 € par kilowatt crête, jusqu'à 100 kW crête. Donc, globalement, si vous avez une production par bâtiment. Donc, si vous avez une production sur un bâtiment de 50 kW crête, peut-être 50 fois 500, vous avez la participation sur ce bâtiment pendant la partie travaux de la part de Climaction. Et puis, sur l'étude de ce bâtiment, vous aurez 70% de l'étude plafonnée à 10 000 € sur le bâtiment. Et je rappelle d'abord, il faut que 70% de la production soit autoconsommée. Et c'est valable en individuel aussi, avec des seuils qui sont un petit peu inférieurs. Mais bon, on a dit qu'on ne parlait pas d'individuel. Interdit aujourd'hui. Merci. C'est Climaction. Oui. C'est l'ADEME et la région Grand Est. C'est la région Grand Est et l'ADEME, l'Agence de maîtrise de l'énergie, qui sont mis ensemble
pour justement porter les programmes, les fonds viennent de là. Merci beaucoup, Monsieur Manouvrier. Donc, pour Climaction, de toute façon, vous avez de la doc ici et en ligne. Donc, vous pouvez aller vous renseigner sur les dispositifs précisément, quel est le taux, sous quelles conditions, etc. Et vous avez des chargés de mission Climaction dans chaque territoire. Donc, vous avez un référent, vous avez une carte où vous pouvez aller chercher votre référent. Par exemple, sur le sud Meurthe-et-Moselle, c'est Frédéric Waterloo, mais ça englobe beaucoup d'intercos. Les Vosges, il y a un autre, il y a deux intervenants, je crois, sur les Vosges, etc. Un seul intervenant. Un seul, c'est Maud, non, Émilie Maillard. Ouais, Émilie Maillard. Il y a 2 intervenants Climaction sur la Meuse et il y a 2 intervenants sur Climaction. Il y en a un pour le nord de la Meurthe-et-Moselle et un pour la Moselle. Donc voilà. Donc tout ça, on vous laissera consulter directement auprès d'eux. Donc voilà pour la partie Enedis. Michael, est-ce que tu… Ah ben voilà, super, tu te connectes. Michael Godet d'Enerios, je te laisse te présenter puis nous faire un point donc, sur un retour d'expérience, présenter la structure et puis nous expliquer un cas concret. Donc là, on va parler sur plutôt des cas opérationnels. Qu'est-ce qui se passe concrètement en ce moment en Lorraine et en Grand Est, sachant que M. Manouvrier en a parlé notamment sur l'hydroélectricité, parce que pour l'instant, la seule opération, il me semble, référencée officiellement en fonctionnement en Lorraine, c'est à Dun-sur-Meuse, mais c'est de l'hydroélectricité. Donc, pour l'instant, on n'a pas de cas concret à vous présenter qui fonctionne sur l'autoconsommation solaire. Tout à fait. Voilà. Donc, on n'a que des cas en cours d'étude à vous montrer aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on a Michael Godet aujourd'hui pour un cas à Strasbourg. Et donc, Michael, n'hésite pas à dire à Maël qui va diffuser pour toi, je crois, la présentation. Oui. Je te laisse la parole. Eh bien, très bien. Bonjour à tout le monde. Ravi de participer à cet événement et merci Sylvain de l'invitation. Beaucoup de choses ont été dites et bien dites tout à l'heure par Jean-Marc et Cédric. Donc, je vais éviter, moi, de faire de la redite. Donc, désolé, parce que je devais être présent et finalement, je n'ai pas pu. Donc, je suis présent avec vous, mais en visio. Donc, moi, je suis Michael, le directeur de l'entreprise Enerios, études et développeur et installateur de projets photovoltaïques, déjà depuis maintenant 15 ans, donc depuis 2007. Démarrage clairement du photovoltaïque, entreprise basée à Sainte-Marie-aux-Mines, frontière des Vosges en Alsace. Nous sommes 35 salariés et nous accompagnons au quotidien les collectivités, le monde industriel, la promotion et puis les centrales villageoises. Également, on a eu la chance d'accompagner la première centrale villageoise d'Alsace, qui est à La Weiss. Et l'objectif là aujourd'hui, c'est de partager un retour d'expérience en cours qui se fait à Strasbourg au sein avec un promoteur immobilier. Voilà. Donc là, on peut avancer. C'est pas un vrai support pédagogique pour bien diffuser, partager avec vous. C'est plutôt à vous envoyer pour la lecture plus tard. Voilà. Donc ça s'est passé lors d'une réunion, en fait, en tout cas, la rencontre et l'idée a émergé lors d'une réunion avec d'autres acteurs sur le PLUI de Strasbourg Eurométropole, où il y avait un vrai sujet sur l'impact du photovoltaïque dans le futur PLUI. Et le sujet de l'autoconsommation collective est arrivé sur la table. Voilà. Donc, on a pu échanger lors de cette réunion, un peu comme on est tous en train de le faire là. Et c'est une réunion comme celle-ci qui a permis de faire rencontrer différents acteurs, travailler sur un sujet et se donner les moyens d'aller au bout. Voilà. L'objectif, c'était d'avoir une démarche la plus locale et intelligente, on va dire. Voilà. Ce n'est pas manquer d'humilité, mais en tout cas, l'intelligence collective. Donc, il y a eu un travail collectif avec des réunions qui permettent vraiment de prendre en considération l'ensemble des contraintes du projet en phase amont, afin d'aboutir à les solutions les plus vertueuses. L'idée aussi dans le développement de ce projet, c'était d'avoir une approche la plus locale possible avec des partenaires présents essentiellement dans la région Grand Est, voilà, pour favoriser aussi finalement l'excellence, l'économie circulaire et un savoir-faire local.
Donc, la vision et l'ambition, c'était avec le promoteur qui était en cours de rédaction pour déposer un permis. Il y avait 4 bâtiments où, au sein de ces bâtiments, il y avait 128, ou en tout cas 128 futurs propriétaires. Et donc, un tiers de ces 128, ben là, c'est là où on rentre un peu plus dans la complexité, mais qui a rendu le projet d'autant plus passionnant, c'est que 30%, c'est avec un bailleur social. Donc, il y avait finalement 2 montages à réaliser au sein d'un même projet. Donc, la vision et l'ambition, c'était de créer une communauté locale d'énergie renouvelable qui s'apparente donc du coup à l'autoconsommation collective. Voilà. Au-delà du concept d'autoconsommation collective, l'envie, c'était d'apporter un service de certification d'origine de l'électricité et la traçabilité du kilowattheure. Voilà. Un service innovant aussi, en lien avec l'électromobilité solaire. Et cette centrale photovoltaïque va permettre aussi de participer à la recharge des véhicules électriques. Voilà. Et plus généralement, comme ça a été dit tout à l'heure, avec vraiment en préambule, avec cet avenir énergétique, c'était aussi d'aller un peu plus loin et puis de voir de quelle manière on pouvait aussi parler d'énergie digitale avec les clés de répartition. Donc pour ça, avec ces clés de répartition qui ont bien été présentées par Jean-Marc tout à l'heure, là, ce qui a été mis en œuvre sur ce projet, c'était la clé de répartition dynamique. Voilà. Donc là, on va utiliser le procédé Sunchain, qui est une spin-off d'un bureau d'études qui s'appelle Texol et qui est labellisé, en tout cas, labellisé et validé par Enedis, parce que c'est cette Sunchain qui va pouvoir communiquer de manière informatique avec le Linky. Ça va permettre de bien tracer l'échange de flux et d'avoir une pérennité sur la plateforme. Voilà. Cette opération, elle est plutôt innovante à plusieurs égards. La première, c'est la première autoconsommation collective qui va avoir lieu sur un bâtiment neuf. Donc, tout a été pris en amont. Au-delà de ça, au niveau de la puissance, on va dépasser les 100 kW crête sur le bâtiment. Donc, de mes informations, en tout cas de ce que j'ai pu échanger, notamment avec des schémas Enedis, elle devrait être la plus grande opération d'autoconsommation collective, mais qui devrait être rapidement dépassée par ce que vous présentera tout à l'heure Loïc avec un autre projet d'autoconsommation. Et aussi, l'innovation, ça va être une première au niveau national dans le montage juridique, parce que cette opération d'autoconsommation collective va être inclus au niveau des actes notariés. Donc, on va avoir de la vente en totième, un peu comme on a quand on achète un appartement de manière classique. Ça veut dire que dans la définition et dans l'étude, parce que c'est un bâtiment neuf, on n'a pas toutes les courbes de charge pour étudier cela. Ce qu'on a fait, c'est de diviser en fonction de la superficie du plancher de chaque appartement. Voilà. Donc, si on a un appartement de 50 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, on n'aura pas d'office le même pourcentage d'électricité photovoltaïque. Voilà. Est-ce que pour le moment, c'est assez clair pour tout le monde? En tout cas, on t'entend bien. Ok, tant mieux. L'idée, ça a été présenté surtout par Cédric, c'était de mutualiser et partager la production solaire. Effectivement, même sans se concerter, je partage l'avis de Cédric. Ça veut dire que en ce moment, et surtout avec cette période sanitaire, il y a eu une grande réflexion de la part de nous tous sur le circuit court, comment je vais acheter mes produits à la ferme, mes œufs, mes légumes. Et l'idée, c'était de pouvoir aussi faire la même chose avec l'énergie. Et l'évolution juridique dans le domaine du photovoltaïque permet aujourd'hui, à travers l'autoconsommation collective, finalement, de produire son électricité et de pouvoir la consommer avec le circuit court le plus possible. Voilà. De la même manière, on mange ce qu'on achète au plus près. L'énergie, elle ne va pas échapper à cette évolution de notre société de consommer le plus localement possible.
J'avais aussi quelques exemples de schémas. Là, peut-être, je veux bien un peu d'aide pour le partage d'un schéma pour vous expliquer. Et ça va compléter ce que Cédric vous avez partagé tout à l'heure. C'est sur le montage juridique de l'opération. Donc, la personne qui est à l'ordinateur, si vous voulez bien m'aider à avancer la présentation pour que j'arrive sur un schéma, je vous dirai stop, du coup. Alors, pour le temps que ça bouge, je ne vois pas défiler. L'idée du projet, c'était de pouvoir maximiser, comme je vous l'ai dit, le gain de l'opération pour tous les participants. Donc, je vais me répéter, mais avec la répartition dynamique. De disposer des données énergétiques quotidiennes. Oui, c'est le bon schéma, merci. Et les bilans économiques mensuels. Donc là, comme Jean-Marc vous l'a expliqué tout à l'heure. Et sur le plan organisationnel, c'est de pouvoir sur ces logements neufs, créer et maintenir la confiance des participants, déjà à la base, qui ne se connaissent pas forcément. Voilà, ils vont acheter un appartement, ils ne se connaissent pas. Donc, ça va aussi permettre à chaque propriétaire et locataire de pouvoir suivre sa consommation, finalement, au fil du soleil et encourager celle-ci. C'est-à-dire que on sait qu'on va pouvoir maintenant programmer notre machine à laver, notre lave-vaisselle. Et puis, on va pouvoir avoir, grâce à notre smartphone, voir la production sur notre toit grâce à cette centrale photovoltaïque et dire, tiens, allez, ça y est, je vais pouvoir lancer ma machine à laver, mon lave-vaisselle. Et on va rentrer dans un cercle vraiment vertueux de pouvoir aussi consommer nos besoins énergétiques en fonction de l'énergie photovoltaïque. Voilà. Et là, comme l'a dit tout à l'heure, ça va être se reposer sur un tiers pour gérer la relation qui peut paraître chronophage avec le gestionnaire de réseau à travers la PMO. Dans ce cas-là, dans ce schéma-là, ça va être le syndic de copropriété qui, lui, va gérer cette transmission de données. Voilà. Donc, on a des vrais points positifs. Ça veut dire qu'on va responsabiliser les gens à être acteurs, finalement, chacun de sa consommation d'énergie, sans avoir la contrainte d'installer les panneaux solaires sur sa toiture. Voilà. Ils vont l'avoir déjà d'office à l'achat. Autre point positif, ça va être clairement la réduction de la facture énergétique. Et vraiment aussi de pouvoir, pour la partie du bailleur social, il y a une partie, donc ça va être de couvrir un maximum les besoins électriques du bailleur social et de gagner en autonomie énergétique. Et il y a un point important, parce que dans les échanges que j'ai pu avoir avec le bailleur social, où il y avait un fort intérêt, c'était qu'il disait, moi, ça va me plaire parce que je vais pouvoir réduire les factures impayées des locataires et augmenter finalement le reste à vivre. C'est vrai que souvent, dans les logements sociaux, on peut avoir des réelles difficultés. Les bailleurs sociaux peuvent avoir des vraies difficultés aussi à se faire payer. Et là, on va gagner en grande partie sur l'autonomie. Donc, les factures, elles devraient être moins importantes pour les différents locataires. Et donc, s'ils payent moins de factures, il y aura aussi un reste à vivre qui va être plus important. Sur cette opération, alors là, je n'ai pas mis les chiffres sur la présentation, mais ça va être à peu près 300 € par appartement au niveau du bailleur social. Voilà, 300 €. On peut estimer ça à 2-3 semaines, à 2 semaines de course. Donc, c'est un vrai plus, c'est un vrai lien au niveau social et sociétal. Sur le montage juridique, voilà, pour reprendre un peu les propos de Cédric et coupler avec ce qu'a dit Jean-Marc précédemment. Donc, on a 2 types de consommateurs. 37, le consommateur du côté bailleur social, un peu plus de 80 chez la future syndic de copropriété. Il y a un contrat d'achat d'électricité qui est réalisé. Le tout, la création de la personne morale organisatrice, la seule habilité à pouvoir transmettre et échanger des informations avec le gestionnaire de réseau. En l'occurrence, à Strasbourg, là, ce ne sera pas Enedis, ce sera Électricité Strasbourg Réseau, qui va signer une convention d'autoconsommation collective avec le réseau. Et le tout, vous voyez tout en haut à gauche, avec l'application Sunchain, qui, elle, est une technologie blockchain
qui est validé par Enedis et donc du coup par Électricité Strasbourg Réseau pour bien répartir dans les règles de l'art les flux d'énergie, comme vous l'a dit tout à l'heure Jean-Marc. Voilà. Voilà, de manière assez brève et succincte. Maintenant, je suis ouvert à échanger avec vous, à répondre à vos différentes questions, quelles qu'elles soient, et puis vous Alors, apporter les éléments de réponse. le temps de questions-réponses, tu peux rester aussi jusqu'à 16h, toi, c'est bon? Oui, je vais pouvoir rester. Eh ben, on passe. Jusqu'à 16h, jusqu'à la dernière présentation de Cédric, hein, si je ne me trompe pas, c'était ça? Voilà, Du coup. 15h. Ouais. Voilà, si ça passe, voilà, tu restes avec nous. Il y aura un temps d'échange-réponse. Okay. Très bien. Vous digérez le contenu, là, c'est. Ah, je vous avais dit, c'est niveau expert, là, presque. Hein. Je ne l'ai pas mis pour ne pas vous refroidir sur l'invitation, mais voilà. Merci beaucoup, Mickaël. On va passer à Loïc en présentiel, histoire que ça nous remotive un petit peu et ça nous dynamise. J'en profite pour faire un coucou à Paola Cricchi, qui est en visio depuis l'Alsace et qui est présidente d'une centrale villageoise, comme celle qu'on ira visiter tout à l'heure, donc celle des centrales villageoises de Vesouz en Piémont. Et Paola est sur la centrale villageoise du pays de Saverne. Et d'ailleurs, je crois qu'elle a une toiture en autoconsommation individuelle, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le sujet. Passer autant de bancs si tu peux pour réveiller un peu tout le monde. Très simple. On a beaucoup parlé de montage juridique, de choses très très compliquées. Je vais plutôt m'avoir des cartes et des graphiques et d'être plutôt sur des choses vraiment simples. Donc, moi, je fais partie du Pays de Terre de Lorraine, qui est une association de collectivités dont le siège est situé à Colombey-les-Belles. Donc, c'est les 4 communes en terre touloise, Moselle-et-Madon, le Saint-Ouen et Colombey-sur-Toulois. 100 000 habitants. La particularité du territoire, c'est qu'on est engagé dans une démarche TEPOS du territoire d'énergie positive. Pour ceux qui connaissent, c'est sur la démarche négawatt, donc c'est baisser les consommations d'énergie pour après, en 2050, si tout va bien, avoir 100% d'énergie renouvelable. Donc c'est dans ce cadre que le projet-là a été lancé, avec notamment aussi l'association de chefs d'entreprise, Parole d'entreprise. N'hésitez pas à me dire si je ne parle pas assez fort, c'est peut-être le cas. Voilà, merci. Donc l'association de chefs d'entreprise, Parole d'entreprise, fédère 240 adhérents. Et en fait, la réflexion d'un de ses présidents, il y a 2 ans, c'était de dire, ce qu'on s'est un peu dit aussi tout à l'heure, c'est les entreprises consomment la journée, les gens chez eux, c'est plutôt le soir. Le solaire produisant la journée, c'est peut-être plus pertinent d'aller faire de l'autoconsommation collective, parce qu'on commençait à en parler il y a 2 ans, sur des entreprises que sur des bâtiments publics et ou particuliers. Je ne dis pas que ce n'est pas pertinent, je dis juste que c'est peut-être un poil plus pertinent sur les entreprises, avec les difficultés aussi qu'on a de temps de retour pour mobiliser les entreprises, hein, pas sur tous les mêmes échelles. Donc on est parti sur un test, parce que vous l'avez compris aussi, aujourd'hui, la consommation collective, c'est un modèle qui est en train de se mettre en place. Il y a plein de choses encore à défricher, mais on va y arriver. Et vous avez au-dessus le fameux cercle dont M. Honoré a parlé tout à l'heure, de 1 km de rayon, à côté de Colombey. Au nord, les 5 points rouges que vous voyez, c'est une zone d'activité, la zone d'activité entrave, où il y a 5 entreprises. Donc il y a Sodipro qui fait des. Juste à retirer. Ah oui, j'ai pas mis de matériel. Voilà, c'est bon. Ah, donc les 5 là, il y a notamment un laboratoire boulanger qui, comme son nom l'indique, fait des produits de boulangerie, qui consomme beaucoup d'électricité. On a un Intermarché ici, en bas, qui consomme beaucoup d'énergie. Et on a encore 2-3 autres entreprises dans la zone ici. Donc les 8 sont à l'intérieur de ce fameux cercle de 1 km qui permet l'autoconsommation collective. On a lancé, grâce au soutien de Climaction, qui a pris en charge 70% de l'étude, cette étude a été portée par Parole d'entreprise, nous on les a accompagnés dans la mise en œuvre de l'étude. Mickaël connaît bien le sujet parce que du coup, il a aussi piloté le consortium qui nous accompagne avec Texol, qui est le bureau d'études photovoltaïques, avec LLC Associés, qui est le cabinet d'avocats, qui nous a aidé sur la structuration, et elle nous aidera encore. La première partie de l'étude, c'était de récolter les consommations des entreprises. Quand ils avaient des compteurs Linky avec des données qui remontaient,
ça a permis d'avoir le profil très fin, au pas 10 minutes, au pas 30 minutes. Et en fait, de sécuriser tout ce qu'on est en train de monter, parce qu'on sait qu'à l'instant T, je dis une bêtise, mais un 24 juin, à midi, on consommera 125 kW en puissance sur les 8 entreprises et on va pouvoir ajuster au mieux la taille du photovoltaïque qu'on va installer. En fait. C'est surtout ça l'enjeu dans l'autoconsommation collective. C'est assez technique pour ça, mais quand on a les consommations, un bon bureau d'études, c'est le faire de façon assez simple. Donc, ce que vous voyez là, en fait, c'est les consommations des différentes entreprises, mois par mois. Et vous voyez qu'en fait, nous, dans notre cas, c'est deux principales, c'est le laboratoire de boulangerie et l'intermarché qui consomment 80%. Enfin, c'est les groupes froids, hein, tout simplement. Donc, c'est ça qui fait, nous, la rentabilité de l'opération. C'est d'avoir des gros consommateurs et des grandes toitures. Sur des grandes toitures, j'en ne l'apprends pas, et surtout pas à mes collègues des centrales villageoises qui sont là aujourd'hui, et à Paola aussi. Plus une toiture est grande, plus on a des effets d'échelle, et plus c'est intéressant d'aller installer du photovoltaïque. Donc voilà, ça c'est la même chose, mais remis sur un an. Vous avez en bleu et en jaune Intermarché, laboratoire. Les autres étant du tertiaire. Hein. Ça donne un peu un ordre d'idée de l'évolution des consommations. Là, Mickaël, tu vas reconnaître cette slide parce que c'est Excel qui l'a fait. Ça donne un peu une idée de la rentabilité globale de l'opération. Donc, tout à l'heure, sur un ouvrier, vous parlez d'un taux de consommation de 70% sur la boucle. Nous, on vise au minimum 80%. Donc ça, c'était un des scénarios qu'on a étudié ensemble. La consommation totale des 8 entreprises, on est quand même sur 1 GWh par an. On ne pensait vraiment pas au début qu'une petite zone d'activité comme ça consommait autant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait produire 440 MWh, donc ça fait un bon tiers de cette consommation d'énergie. En fait, on va réussir à produire 30 à 40% de l'électricité de la zone grâce aux panneaux photovoltaïques sur les 8 entreprises. Ce qui est quand même déjà pas mal. Et quand on fait le ratio en termes d'investissement, on est là sur un projet entre 500 et 600 000 euros d'investissement. On verra combien de toitures on équipe au final. Mais c'est pas tant que ça. Et c'est un temps de retour qui est quand même très intéressant. Donc, ça reste un effet levier très intéressant pour des entreprises. Et donc, en autoproduction, je vous disais, on est à 31% exactement. Et pour ceux que ça intéresse, on est. Alors, je ne sais pas si Mike, tu peux juste cacher voilà, nos participants. On est sur 457 kW crête. Ça fait quand même une surface de 2300 m² de panneau, ce qui est quand même assez important. Le modèle économique, comme vous l'avez compris, on a des guides réglementaires, on dit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et après c'est libre. C'est-à-dire que c'est de la négociation entre ceux qui vont investir dans les panneaux, qui vont avoir un temps de retour assez intéressant quand ils investissent, et ceux qui vont consommer, qui ne veulent pas un tarif d'électricité trop élevé, parce que sinon, ils ne vont pas l'acheter à la boucle de consommation collective. Ce qui a été proposé par Mickaël, et ce qui fait sens, en fait, c'est qu'on fige les tarifs, on parte des tarifs d'électricité que les entreprises, donc là je parle des purs consommateurs, hein. Donc par exemple, le boulanger, ils n'installeront pas de photovoltaïque chez eux, donc eux, ils vont être uniquement consommateurs. L'idée, c'est qu'on leur vende l'électricité de photovoltaïque, hein, la part proportionnelle à leur consommation, pas la part d'abonnement, 100 ans, au même tarif que ce qu'ils l'achetaient en 2021. On ne parle pas des coûts en 2022, on restera bien sur les coûts de 2021. Et en fait, le gain se fait au fur et à mesure du temps, quand l'électricité d'un distributeur standard, hein, comme ça arrive ces derniers jours, est en train d'augmenter. On parlait l'année dernière de 5% par an. Il y a certaines entreprises qui font x2 ou x3 quand ils doivent renégocier aujourd'hui leurs tarifs d'électricité. Là, le but, c'est de caler sur 20 ans un tarif à l'inflation près, à 1 ou 2% d'augmentation par an, leur tarif d'achat de ce qu'ils achètent à la boucle de consommation. Et c'est ça qui fait la rentabilité, en fait. C'est la décorrélation progressive entre le tarif qu'ils vont avoir en achetant sur le réseau et la boucle de consommation collective. On est aussi en train de regarder pour peut-être faire de l'autoconsommation collective hybride, ou dans le sens où les producteurs qui vont avoir du photovoltaïque sur leur toit, je pense notamment peut-être à l'Intermarché, devraient autoconsommer en priorité les produits. C'est cohérent avec ce qui se passe physiquement, en fait, parce que l'électricité va au plus court, hein, c'est comme une rivière, elle va toujours au plus proche. Et après, redistribue
à ses camarades sur la zone d'activité. Donc ça, il faut qu'on regarde effectivement ce qui est possible de faire. Ça permettrait de faire un gain aussi sur les taxes. Et ça aussi permettrait peut-être d'aller solliciter moins d'aide Climaction. Ça reste une hypothèse. Juste en parlant du bio, effectivement, quand vous êtes en individuel, ce que vous autoconsommez en individuel, ne passant pas par le réseau de distribution, puisque vous êtes raccordé directement à votre installation, vous ne payez pas le TURC, donc le tarif d'acheminement sur la partie autoconsommée. Par contre, en autoconsommation collective, comme le réseau de distribution est utilisé à la fois sur les consommations et la production pour acheminer en fait l'autoconsommation, vous payez donc un TURC sur l'ensemble de la production et de la consommation. La partie en autoproducteur qui est autoconsommée par le producteur, elle, ne passant pas par le réseau de distribution, ne sera pas, je dirais, concernée par le TURC. Et donc, s'il faut retenir un peu quelques chiffres, c'est qu'on a un temps de retour global. Je parle là de l'opération d'investissement sur les panneaux photovoltaïques et de revente aux consommateurs, avec les données qu'on a aujourd'hui, parce que ça a été précisé aussi, ça bouge. Demain, on pourra intégrer d'autres consommateurs, en fait. Et on pourrait peut-être aussi, là, on regarde, on va faire en zone plus dense, élargir cette zone d'autoconsommation collective. Dans le Nord, il y a des villes de 2000 habitants qui ont obtenu cet élargissement. Donc, il faut faire la demande de dérogation. Il n'y a pas de critères, il faut faire une dérogation, on voit ce que ça donne. Et en fait, ça permet d'acheter, pour les consommateurs, ils investissent pas, ils sécurisent entre 20 et 30% de leur approvisionnement, en fait. Et ça permet quand même d'inciter, c'est un modèle qui a pas mal de vertus, alors qui est beaucoup plus lourd à porter, on s'entend bien. Mais une fois que c'est mis en place, que la PMO fonctionne bien, que tous les tests ont été faits avec les indices et tout ça, sur la durée, c'est un vrai modèle pérenne. Et comme on l'a beaucoup su aussi aujourd'hui, les circuits courts de l'énergie, c'est des circuits courts aussi qui permettent d'intégrer les entreprises, parce que, vous le savez aussi tous, le contexte énergétique, là, le temps de retour, c'était l'année dernière. Sur leur calcul maintenant, on était déjà à 7 ou 8 ans par rapport à l'évolution de l'électricité. Voilà, je n'ai pas plus à dire sur le projet. Moi, j'aurais une question quand même sur le parole d'entreprise. Donc, ça rejoint les services du consortium Enerios, LLC, Texol. Ça coûte à peu près combien de faire une étude comme ça avec tous ces spécialistes qui doivent coûter cher? Oui, après, c'est du temps de qualité, nickel. Non, mais on est sur l'étude en tant que telle, de tête, on devait être à 23 000 ou 24 000 euros hors taxe, 70% pris par Climaction. Et le reste a été par le pays Terre de Lorraine a subventionné par l'entreprise pour porter ça, en fait. Pour pas qu'ils aient leur trésorerie. Le reste à charge, mais en gros, pour le pays Terre de Lorraine, c'est 6 à 7 000 euros. Enfin, c'est franchement pas grand-chose, plus le projet et le démonstrateur. Là, pour compléter, le prix dépend aussi du nombre de participants. Là, clairement, on savait qu'il y en avait 8. Donc, forcément, ça fait 8 études au minima individuelles à faire et après à faire les corrélations. Donc, voilà, ça peut être bien moindre si on a moins de consommateurs, en tout cas moins de producteurs. Tout dépend vraiment, voilà, il n'y a pas de règles fixes, c'est 20 000 euros l'autoconsommation collective. Non, ça dépendra vraiment du nombre de personnes, d'entreprises motivées à participer. Voilà. Donc, ce tarif évolue. Il reste un peu de négociation aussi. C'est sûr. Il y a un tarif conférence ou pas? Non, mais, ça pose quand même la question du modèle économique pour les études. Ouais. Parce que, notamment là sur le point industriel à Toul, où il y a 200 entreprises, le pays ne pourra pas mettre les 30%. Et là, on a dans l'idée de présenter un package global aux entreprises et de dire voilà, vous payez 3 000 à 4 000 euros chacun, ça correspond à votre reste à charge, et vous intégrez dans une étude, et après, voilà, ça intègre une fiche de projet, on fait l'autoconsommation collective. L'idée, ce serait de continuer sur un secteur à Toul où il y a encore plus Alors, d'entreprises. l'idée, c'est de continuer sur toutes les zones d'activité de Terre de Lorraine, qui est ce modèle-là, et même d'aller faire ça aussi avec l'agence de développement Sud 54, surtout Sud 54. D'où l'enjeu de démonstrateur aussi, hein, c'est ça aussi, Voilà. de dire, même si ça coûte quelque chose, les pouvoirs publics l'appuient fortement pour Oui, avoir un modèle public. Pour le coup, là, on n'est pas sur une opération de consommation collective qui est simple, hein, mais plutôt
complexe, notamment par rapport notamment à la partie assez hybride et puis à des choses qui ne sont pas encore totalement finalisées, notamment au niveau de la personne morale. Je ne sais pas comment on va avec la personne morale qui sera en phase bénéfice. Donc, c'est une opération effectivement démonstrateur qui, pour le coup, nous intéresse beaucoup parce que demain, elle est multipliée. Ça peut valoir le coup d'avoir ce type d'opération sur un territoire. Super, merci beaucoup Loïc. Avec 25 minutes de retard, Cédric, je te passe la parole. On retraverse la France pour aller du côté de Nantes. Et tu vas nous parler, je crois, de Mauges Communauté. À toi la parole. Tout à fait. Hop, donc, je partage juste mon écran. Pardon. Alors, Mauges Communauté, donc, pour la petite définition, hein, donc, c'est une, voilà. C'est une agglomération rurale qui est située donc, dans les Pays de la Loire, plus particulièrement dans le département du Maine-et-Loire. Elle regroupe 6 communes nouvelles pour un total de 125 000 habitants à peu près. L'opération dont je vais parler, qui est en cours, hein, puisqu'on est en construction sur cette opération, elle se situe donc à Beaupro-en-Mauges, au centre, qui est une commune de 23 000 habitants. La demande qui avait été faite, c'est d'étudier d'abord le déploiement d'ombrières photovoltaïques donc sur le parking du siège de Mauges Communauté, et puis étudier la mise en place d'une opération d'autoconsommation collective donc, sur ce territoire. Donc, on a commencé par regarder déjà un petit peu comment était configurée donc, la ville. Et on a identifié donc 2 bâtiments qui appartenaient à Mauges Communauté, donc son siège social. Et puis, ils ont également la compétence du cycle de l'eau, donc avec un bâtiment qui est en rénovation, puisque le siège du grand cycle de l'eau n'étant pas sur le territoire de Beaupro pour le moment, il va être rapatrié donc, d'ici cet été. Donc, on voit assez nettement qu'on peut avoir en effet j'ai perdu ma souris, excusez-moi, pour essayer de vous montrer. Bon. Et bon, c'est pas grave. Je ne retrouve pas ma souris. Ah, bah si, je la vois maintenant. Et du coup, on a donc ce bâtiment donc, qui est le siège social avec les 2 ombrières donc, qui sont mis en place. On en a abandonné une pour cause d'ombrage un peu trop prégnant, même si sur les autres, il y aura un petit peu d'ombrage également, mais qui peuvent être assez facilement corrigés, on va dire, en tout cas atténués. Ça représente donc un site de production donc, de à peu près 106 MWh de production, donc pour à peu près 100 kW crête installée. Et donc, une fois qu'on a fait l'étude de production, on s'est attaché à regarder donc, les consommations du siège de Mauges Communauté, qui est un bâtiment tertiaire, bien sûr. À ça, donc, on a pu déjà regarder au niveau individuel, autoconsommation individuelle, puisque l'installation, les ombrières seront rattachées directement au bâtiment. Et on s'aperçoit que d'un côté, on va avoir 106 MWh. Au niveau de la consommation, on a quasiment 100 MWh. Si on ne faisait pas une étude approfondie, on pourrait se dire il va rester 6 MWh. Ce qui est totalement faux, puisque renvoyé à l'aspect temporel, on voit qu'au niveau annuel, donc, on a une consommation qui est plutôt stable. Mais par contre, une production qui va aller croissant pour les mois d'été, et ce qui nous amène donc sur un facteur d'autoproduction de 48%. Donc, ça veut dire qu'on va aller chercher sur le réseau 52% de son énergie, et puis on va pouvoir consommer directement sur les ombrières 48% de l'énergie qu'a besoin le bâtiment. Et puis, le facteur d'autoconsommation qui, lui, donc, est, pour rappel, sur la production totale. Donc, l'ensemble de la production des ombrières. Donc, on va avoir 45%
de la production des ombrières qui va être fléchée directement dans le bâtiment. Et du coup, on va avoir 55%, donc 60 mégawattheures à peu près, qui va être en surplus et qui va être réinjecté dans cette opération d'autoconsommation collective. Si on regarde au niveau également, je dirais, de la semaine, on a un bâtiment qui est tertiaire. Donc, on voit qu'il y a des consommations, en effet, la semaine, mais le week-end, on va avoir des surplus de consommation. Et là, c'est là où on est aujourd'hui, puisqu'on est en train de regarder, à savoir sur le territoire, maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer d'autres profils. Moi, j'aime bien dire toujours, dans une opération d'autoconsommation collective, la diversité de profils est une richesse. C'est-à-dire que là, sur le territoire de l'opération d'autoconsommation collective, on voit au nord une zone industrielle qui va pouvoir produire ou consommer. Le problème étant que les gros consommateurs ont des tarifs de rachat très peu chers, on va dire, et du coup voudront peut-être que produire. Alors, il y a une loi qui devrait arriver en 2023 sur les nouveaux bâtiments industriels qui va les obliger de toute manière à installer 30%, à couvrir 30% de leur toiture en solaire photovoltaïque ou à végétaliser la toiture. Alors, on se doute bien qu'entre avoir quelque chose de rentable, une centrale photovoltaïque, et avoir de l'herbe sur son toit où il n'y a aucune rentabilité, on pense bien que les industriels vont se diriger assez fortement vers le solaire. Et du coup, on espère qu'ils vont contribuer également à l'opération d'autoconsommation collective. Donc, avec Moche Communauté, on va aller les rencontrer pour leur parler du projet d'installation pour qu'ils puissent déjà prévoir eux-mêmes de s'intégrer éventuellement sur l'opération. Et puis, au centre, on a tout l'aspect, les quartiers, donc la zone pavillonnaire, qui, eux, achètent une énergie qui est assez chère, même si en France, par rapport à le reste de l'Europe, on a la chance d'avoir un prix de l'énergie électrique qui est peu cher. Comparé aux industriels, on a un profil qui va avoir un prix beaucoup plus élevé. Et du coup, ils pourront aussi participer et s'intégrer dans l'opération d'autoconsommation collective pour venir chercher l'énergie locale et propre. Et puis, je vous parlais tout à l'heure que Moche Communauté, à la base, pensait faire qu'avec ces deux bâtiments. Mais Moche Communauté, donc c'est une agglomération rurale. Là, on est sur le territoire de l'une de ces communes. Et sur la commune de Beaupro, on a des bâtiments communaux également, des écoles. On va avoir également tout un plan de développement du solaire sur la commune. Et du coup, on est en train de dialoguer avec eux pour recenser vraiment les projets qu'ils ont, eux, de leur côté, et qui pourraient éventuellement s'intégrer et injecter de l'énergie dessus pour pouvoir compléter les profils et puis consommer également de l'énergie sur cette opération d'autoconsommation collective. La PMO a ce rôle d'animation pour faire évoluer l'opération. Comme le disait tout à l'heure monsieur Manouvrier, ce n'est pas figé. On plante une graine, c'est Moche Communauté aujourd'hui qui va financer la première graine pour pouvoir mettre en place administrativement cette opération d'autoconsommation collective. Mais c'est un outil qui va au-delà de l'aspect Moche Communauté. Il s'ancre réellement sur le territoire et permet à tous les acteurs du territoire de s'intégrer. Et la PMO, Veria a pour ambition d'être ce qu'on appelle une personne morale organisatrice mutualisée, c'est-à-dire qu'elle a pour vocation de pouvoir exploiter plusieurs opérations d'autoconsommation collective
ce qui permet d'éviter de recréer à chaque fois une structure et d'avoir un service pour pouvoir animer, facturer, gérer les entrées et les sorties, parce que quand on parle de citoyens, on sait qu'il y a de grandes chances qu'il y ait des déménagements, donc des entrées, des sorties des nouveaux adhérents ou des anciens. Donc, c'est vraiment tout ça qui va permettre je dirais, de faire en sorte de pouvoir consommer l'énergie, que ce soit le week-end, que ce soit la semaine, que ce soit à 7 heures le matin, en plein mois de juillet, où il fait déjà grand jour, mais que tout ce qui est côté industrie, on ne consomme pas encore. Que ce soit également la journée où les citoyens, il n'y a pas du tout il y a très peu de consommation, parce que la plupart seraient éventuellement au travail, et du coup que le tertiaire puisse prendre le relais des citoyens. Donc, c'est cette complémentarité-là qu'il faut chercher et essayer d'arriver. Et le fait d'avoir une personne morale organisatrice permet d'être cette personne tiers qui permet d'allier l'aspect public, l'aspect citoyen et l'aspect industriel, donc les entreprises, et faire en sorte d'avoir une personne neutre qui va juste opérer et rassembler les adhérents une fois par an pour pouvoir faire des changements, savoir accepter des nouveaux entrants, savoir accepter aussi, pouvoir visualiser par exemple que les consommations, on l'espère, diminuant, on va avoir besoin de nouveaux consommateurs. Donc, comment est-ce qu'on fait rentrer des nouveaux consommateurs, mais aussi éventuellement l'inverse. Si on fait rentrer des gros consommateurs, et là, je pense au Super U ou à l'Intermarché qui a un groupe froid, donc on le voyait très bien tout à l'heure avec ce que montrait Loïc. Tout de suite, on a des consommations assez énormes et en plus qui sont vraiment toute la journée et toute l'année, que la grande surface soit fermée ou non, ces groupes froids tournent. Donc, on va devoir analyser et puis essayer de faire en sorte de pouvoir absorber le maximum d'énergie et puis stabiliser aussi un prix de l'énergie. J'aimais beaucoup ce que disait Loïc en se disant on prend le prix de 2021 et on le stabilise pendant une durée, j'ai cru voir sur son document, pendant 10 ans. Ça va permettre sur une assiette de consommation de pouvoir se dire le prix de l'énergie n'évoluera pas et ne sera pas impacté par le cours du gaz qui fait varier énormément le prix de l'énergie électrique, puisque en Europe, sur les marchés de l'électricité, le prix du marché électrique est fixé par rapport à la dernière centrale gaz installée. Donc, on comprend que là, actuellement, surtout quand on parle de gaz, il risque d'y avoir aussi des impacts sur le prix de l'énergie, même si en France, on a une production nucléaire qui couvre plus de 70% des besoins français. Voilà. C'était donc là la prochaine étape. Maintenant, ça va être de mettre en place l'opération d'autoconsommation collective et puis d'animer vraiment les différents, je dirais, acteurs ou profils d'acteurs pour pouvoir leur présenter le concept et faire en sorte d'essayer de les rendre acteurs de leur production ou favoriser l'action en consommant sur cette boucle locale. Ok, merci beaucoup Cédric. Je vous propose que je fasse un point sur le timing. Il est 15h45. On avait de rattraper. Super, merci. On avait prévu à peu près 25 minutes de questions-réponses avec vous et nos 4 intervenants qu'on a sous la main, ce que vous n'aurez pas tous les jours. Donc, on va grignoter 5-10 minutes là-dessus et 5-10 minutes sur la pause et on sera bon. Comme ça, on pourra reprendre à 15h55 avec Maël ou à 16h. Voilà, mais on speedera un peu sur ce volet-là.
Je vous propose que, vu qu'on a toujours Mickaël sous la main, Cédric et Loïc qui est en train de passer un coup de fil, donc arrive dans 5 minutes, et puis Monsieur Manouvrier, qu'on en profite pour vous leur poser vos questions. Donc, si ils n'entendent pas, je relayerai vos questions pour la paix. Donc, si quelqu'un veut se lancer, c'est toujours la première question la plus dure, et après, c'est sûr. Oui, Monsieur Beaubourg. Alors, on n'a pas parlé de consommation collective citoyenne. Moi, ce que j'aimerais savoir, quand on fait l'installation citoyenne, donc ce sont les citoyens qui vont financer. Comment est-ce qu'on fait la répartition? On va payer de la TURP avec aussi la TVA. Voilà, est-ce qu'on paye à la TURP par rapport à ce qui est effectivement consommé? Est-ce qu'on paye la TVA sur ce qui a été produit? Parce que votre produit soi-même, c'est des questions comme ça que j'aimerais savoir, parce que ça a vraiment de l'importance de savoir si on paye une TVA ou si on ne paye pas une TVA pour la consommation. Est-ce que Cédric et Mickaël, vous avez entendu ou je répète? Moi, je crois avoir entendu. La TURP et la CSPE, de toute façon, tout à l'heure, Jean-Marc d'Enedis l'a bien dit, on utilise le réseau. Donc, de principe, on continue à payer la TURP et la CSPE. Voilà. Le cas où on ne la paye pas, c'est que dans l'autoconsommation individuelle. Donc, d'où l'avantage dans ce qu'a vous a présenté tout à l'heure Loïc, c'est qu'on est sur un montage hybride où on autoconsomme de manière individuelle et c'est le surplus qui est partagé avec les autres. Voilà. Mais le surplus partagé avec les autres sera taxé, comme toute énergie, voilà, simplement. Et puis sur le volet citoyen, j'en profite pour compléter pour Monsieur Vaubourg sur la commune de Boucs-sur-Hull qui s'intéresse beaucoup à faire soit une centrale villageoise, soit une grappe PV en autoconsommation collective, ce qui nous parle beaucoup parce que mon travail, moi, c'est d'animer le réseau Géclair, donc les projets citoyens, et pas faire de l'autoconsommation collective dans une zone d'activité qui serait privée. Mais là, je vous inviterai Cédric et Mickaël à compléter parce que je n'en suis pas sûr à 100%, mais si on prend le cas de Loïc avec la zone Emprave à Colombey, on pourrait très bien imaginer que la personne qui va débourser l'argent pour installer les 400 kW, non, combien? 476. Les 600 000 euros, en fait, c'est là qu'on va avoir un volet citoyen. C'est-à-dire que les personnes qui vont investir dans ce projet peuvent être soit, par exemple, parole d'entreprise, parce que les entreprises disent on vous paye l'opération. Mais ça pourrait très bien être un collectif de citoyens, mais là, on verra ça avec Maël tout à l'heure, ce que c'est qu'un collectif de citoyens pour investir dans ce projet. Et ça serait cette entité, une société citoyenne qui viendrait investir et qui s'assure qu'ils ont une bonne rentabilité de leur opération pour qu'au bout de 10 ans, 15 ans, l'opération soit viable et que ça permet d'avoir tout simplement une société qui vit, qui fonctionne bien, voire qui se dégage des profits pour les actionnaires citoyens, les communes, les entreprises qui investissent dans ces projets. Cédric, c'est ce qui est prévu avec Mauge Communauté ou ça complexifie encore trop? Non, c'est aussi ce qui est un peu prévu, puisque en effet, il y a une volonté vraiment locale que 50% des projets du territoire seront à critères citoyens. Donc, il y a un vrai pouvoir politique, enfin, une puissance politique sur ces projets-là. Après, je rajouterais juste une chose, c'est que dans tous les cas, la personne morale organisatrice n'est pas collectrice des taxes. C'est vraiment le fournisseur qui collectera les taxes, même de la partie autoconsommée. Le fournisseur, rappelle-moi. Le fournisseur d'énergie, donc si sur le bâtiment, c'est EDF, EDF facturera la partie consommée, donc au niveau de la consommation, mais au niveau des taxes, l'ensemble des taxes sera sur la facture également de ce fournisseur. C'est-à-dire qu'en France, on a ce qu'on appelle le guichet unique, qui permet d'avoir un seul intervenant et qui a découplé un petit peu Enedis des consommateurs, hein, enfin des clients finaux, entre guillemets. Quand on a ouvert le marché, on a mis en place ce guichet unique. Et du coup, c'est vraiment le fournisseur qui est en place qui va également collecter les taxes. Ok, merci.
Monsieur Houbourg, c'est bon? Oui. Je vous invite à vous lever, comme ça je ne répéterai pas. Voilà. Souvent collective, je veux dire, que ce soit des industries ou des villageois, quoi. Je veux dire, on dit qu'il faut 70% pour être dans cette consommation collective, mais les 30% qui ne sont pas autoconsommés, ils vont sur le réseau EDF, je pense, les 10, et sont vendus à quel prix aussi? Eh bien, si quelqu'un veut répondre, qu'est-ce qu'on fait des 30% en surplus? Comment on trouve un accord? Eh bien, si les 70%, c'est par rapport à Climaction. Donc, si à Climaction, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir une obligation d'achat, en tout cas avec EDF. En revanche, vous pouvez vendre avec un agrégateur, en choisir un, et il va racheter de manière très, très peu chère, en tout cas, votre électricité, c'est avec 3,5 centimes. Voilà, 4 centimes. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de ne pas avoir de surplus, parce qu'on va le vendre vraiment à pas grand-chose. Et un agrégateur, c'est quoi? C'est EDF, c'est Enerco? Oui, un autre, ce sera un autre qu'EDF en obligation d'achat et qui vous rachètera l'électricité. Mais aujourd'hui, je pense que ça peut être en tout cas plus simple, de mon point de vue, à voir après en pratique, mais de trouver surtout d'autres consommateurs. C'est-à-dire que si on est à un taux de 70, ça veut dire qu'on a encore 30% de consommateurs à aller chercher. Et eux seront, avec la flambée de l'électricité, avec la volonté de travailler ensemble entre citoyens, je pense que ce sera plus facile de trouver un certain nombre de consommateurs qui seront ravis d'acheter de l'électricité de production d'énergie solaire et puis de se dire, tiens, je ferai aussi en circuit court. Voilà. Donc, moi, je conseille de trouver des nouveaux consommateurs. C'est bon pour vous? C'est clair? Il y a quand même le consommateur, c'est une personne villageoise. Il y aura quand même à chaque fois avoir un deuxième compteur de production, un compteur de production et de consommation. Il y aura un abonnement en plus à payer aussi. Quoi. Moi, j'ai goûté un petit peu dans les immeubles là. En fin de compte, ils ont tous 300 euros de bénéfices. Quoi. Ils ont 50 euros ou combien de compteurs à payer d'abonnement. Alors, quand on parle de bénéfices, toutes les charges vont être déduites. Voilà. On passe en Alsace. Allez-y, monsieur Manouvrier. Pardon. Sur une opération d'autoconsommation en individuel, et en collectif d'ailleurs, le contrat que vous avez avec votre fournisseur, il ne bouge pas. Ce n'est pas un contrat que vous avez avec Enedis, c'est un contrat que vous avez avec votre fournisseur. Ouais. Lui, il ne va pas bouger. Donc, on ne va pas toucher au contrat de fourniture. Donc, en individuel, si vous voulez, vous avez une ligne de comptage aujourd'hui avec compteur Linky. On n'a plus besoin d'avoir deux lignes de comptage, un sur la production et un sur la consommation. Le compteur Linky, c'est dire qu'est-ce qui est consommé, qu'est-ce qui est auto-consommé. Par contre, si vous avez des panneaux photovoltaïques sur le toit, vous avez un raccordement au réseau et vous avez un raccordement au réseau du panneau photovoltaïque. Et si vous faites de la revente totale, effectivement, là, on aura deux lignes de comptage. On aura votre compteur Linky sur la partie consommation d'électricité classique, et puis on aura un compteur Linky sur la partie production, parce qu'en fait, on a besoin de savoir qu'est-ce que vous allez produire et qu'est-ce que vous revendez, et est-ce que vous la revendez en totalité. C'est tout. Mais globalement, sur la partie autoconsommation individuelle ou collective, on n'a qu'une seule ligne de comptage chez le client, et donc on ne touche pas au contrat de fourniture. Si vous avez négocié un tarif d'électricité avec votre fournisseur, la partie, entre guillemets, à l'eau consommée, celle qu'on prend sur le réseau, vous sera facturée dans les conditions habituelles. Et la partie autoconsommée, comme l'a dit Michael tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Michael ou Cédric, vous verrez effectivement les taxes sur la partie autoconsommée, notamment le TURC et puis la partie TVA. Donc, pour faire simple à Grand-Tonquin, la mairie, par exemple, installe des panneaux, quelques villageois consomment l'énergie de ces panneaux, on ne touche pas à leur installation électrique. C'est le compteur Linky qui fera arrivée et sortie. Et eux, s'ils étaient chez Enercop, s'ils étaient chez Direct Energy, c'est qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin de toucher à leur contrat, c'est juste qu'ils auront moins de factures. Ils auront deux factures. Ils auront une facture provenant de la personne morale organisatrice par rapport à la répartition de l'énergie, et ils auront une facture de leur fournisseur, comme d'habitude, diminuée bien sûr de la consommation qui provient de la boucle d'autoconsommation collective, mais avec l'ensemble des taxes. J'avais une question là-bas. Oui.
En autoconsommation collective, on ne parle pas du tout de stockage, comme on peut en parler en industriel, avec le surplus, le réinjecté. On peut effectivement imaginer un stockage. Alors là, je vais laisser plutôt Mickaël en parler, ou Cédric. Mais Cédric, vous pouvez imaginer un stockage qui vous permettrait d'embarquer sur du photovoltaïque, par exemple, des points de consommation qui fonctionnent l'année. Tout à fait. Et là, après, ça complexifie, ça fait augmenter le coût de l'opération. Oui, oui, quand on parle de coût, je rejoins. Et puis Loïc a fait l'allusion tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est quand même assez récent. Donc voilà, l'ingénierie a un certain coût. Et c'est vrai que dans le bilan économique, si en plus on rajoutait une batterie qui a aussi un vrai coût, ça peut le rendre un peu plus complexe. Voilà. Mais c'est des choses qui bougeront en fait. L'avenir, ça veut dire que la batterie, ce sera surtout la batterie de votre véhicule électrique qui, dans quelques années, servira de relais. On va rentrer à la maison, on aura une voiture électrique, on a besoin d'électricité. Ben, en fait, ça va prendre l'énergie de la batterie de la voiture électrique qui va permettre d'alimenter en électricité le soir à notre maison. Voilà. Et ce sera largement suffisant. On va se coucher, derrière, hop, la voiture électrique va se recharger, elle, à nouveau, et puis, ou bien ce sera suffisant, et on va aller au travail en véhicule, où là-bas, on ira se recharger notre véhicule. Voilà. Merci, Mickaël. Question de Paola. Est-il nécessaire de refaire des études lors de l'ajout sur le projet d'autoconsommation collective de nouveaux producteurs, nouveaux consommateurs? C'est pas obligatoire. Après, moi, je quand même préconise une petite étude, même si on a déjà la plupart des données, puisque l'opération est déjà en route. Ça permet de se projeter et de savoir, par exemple, si on va rajouter des consommateurs, si on a besoin de créer une centrale photovoltaïque en plus, et je le souhaite, une centrale, bien sûr, citoyenne. Et puis j'imagine que ça dépend aussi de la taille de ce nouveau consommateur. S'il consomme 1% de votre production, il ne va pas faire des vagues de votre installation. Si c'est un nouvel intermarché. Ouais, voilà, c'est ça. Un citoyen, on ne le fera pas. Même au niveau des citoyens, on ne fera pas du tout d'études. Enfin, moi, de mon côté, après, je laisserai peut-être Mickaël préciser comment il voit les choses. Mais moi, les citoyens, je prends un profil un petit peu, je multiplie par le nombre de citoyens qui veulent s'y intégrer. Et puis, ça nous donne une notion. Après, c'est plus sur les gros consommateurs où on va être d'autant plus attentif pour vérifier qu'on soit bien dans les clous et qu'on consomme correctement sur la boucle. Je partage là-dessus. L'étude, elle est vraiment nécessaire si va être inclus un nouveau producteur dans l'opération. Voilà. Donc là, il faudra bien sûr voir qu'est-ce qu'il peut produire, qu'est-ce qu'il va lui autoconsommer de manière individuelle et quel surplus sera à partager. Voilà. Si c'est, comme tu l'as dit, Cédric, si un citoyen qui intègre, il va racheter l'électricité qui est encore disponible pour la suite. Mais dans le cadre d'un nouveau producteur, de toute manière, si on veut si on veut bien faire les choses, on fera dans tous les cas une étude de production qui nous donnera les consommations au pas de la demi-heure estimées. Et du coup, le coût est quand même assez faible de l'intégrer dans l'opération, surtout que aujourd'hui, c'est du numérique. Donc, un coup que toute la partie ingénierie sur le nouveau site de production a été fait et qu'on a les données, c'est de les intégrer pour vérifier si tout est OK. Encore d'autres questions? On en prend encore deux, puis on fera une pause. Jean, je te fais patienter parce que tu as déjà posé une question. Allez-y. Là, je viens d'entendre que la batterie de voiture serait suffisante pour prendre le relais lorsque le soleil n'est plus là. Et dans un futur, bien sûr. Est-ce que je peux avoir une précision là-dessus? Oui, je peux prendre le relais si vous voulez pour l'histoire des voitures, mais je vais faire très simple et vous corrigerez si je me trompe. Le but, c'est de développer de plus en plus le fait que votre voiture, quand vous allez la rebrancher chez vous le soir, par exemple, vous n'arrivez pas en cale sèche en principe, il vous reste par exemple 50% de votre batterie.
Et vous allez vous pouvoir, dans le futur, et même peut-être déjà bientôt, des contrats qui vont vous permettre de dire je consomme dans ma maison ce que ma voiture a en stock dans la batterie, ce qui vous permettra la nuit, en principe, on ne consomme vraiment pas grand-chose, d'effacer une partie de votre consommation. Et puis, par exemple, la journée, vous vous garez au bureau, imaginons que votre entreprise ait des panneaux solaires, vous rechargez la journée, et puis vous faites le plein pour avoir une sorte d'effet tampon entre la nuit et le jour. Et ça, vous allez bien sûr, en principe, on ne va pas vous l'obliger, sauf si une loi sort, mais vous allez avoir des contrats incitatifs qui va vous dire, est-ce que monsieur, vous acceptez de laisser 20% de votre batterie de la voiture disponible pour vous ou pour le réseau proche, ce qui fait que le matin, vous savez que si vous étiez garé votre voiture à 70%, hein, le matin, vous la récupérez à 50%. Donc ça, en principe, il devrait y avoir de plus en plus d'installations comme ça pour avoir aussi une gestion du réseau plus intelligente entre les moments où on produit et on consomme. Et le compteur Linky arrivera à faire la différence. Alors, aujourd'hui, techniquement, le compteur Linky est carré pour. Vous avez des sorties virtuelles qui vous permettent de faire cela. Après, ça sera lié, effectivement, comme disait Sylvain, ça sera lié en fait à un contrat que vous aurez avec le fournisseur, donc avec un tarif incitatif. Et bien entendu, vous aurez la liberté ou pas d'aller inhiber en fait cette chose-là, parce que si vous rentrez avec votre voiture le soir et que vous en avez besoin dans la soirée pour aller loin, vous allez inhiber en fait cette fonction-là. Ce jour-là, vous n'aurez pas ce tarif incitatif et vous allez recharger votre voiture pour pouvoir vous permettre d'aller faire ce que vous avez à faire le soir. Vous n'êtes pas non plus contraint, mais effectivement, c'est des choses aujourd'hui, on l'a présenté dès le départ avec le compteur en liquide, des choses aujourd'hui qui sont possibles. Techniquement, le compteur sait faire. Après, il y a le travail, il y a un câblage à faire aux sorties sur la partie séquentielle. Et on va pouvoir imaginer plein de choses, par exemple, que vous n'avez rien à toucher, mais qu'on sait que si votre voiture, vous la garez à 60%, eh ben, votre option ne fonctionne pas, il ne pompera pas dessus. C'est vous qui pourrez certainement ajuster plein de curseurs en disant, si jamais j'ai besoin de partir dans la nuit, je n'ai pas envie d'être à 20%. Et puis, du coup, c'est vous qui fixerez certainement des règles ou qui, avec votre fournisseur d'énergie, vous accepterez les conditions ou pas. Et bien sûr, il y a quelqu'un qui vient, un technicien, ce n'est pas l'individuel qui va faire ça lui-même. Ce sera forcément un électricien qui fera le câblage technique. Après, c'est le contrat que vous avez avec votre fournisseur. Aujourd'hui, il y a déjà certains fournisseurs qui vous proposent un tarif préférentiel pour recharger votre véhicule électrique, par exemple à la maison, si vous avez un véhicule électrique. Vous avez certains fournisseurs qui proposent ce type de tarif de tarification. Vous avez des tarifs également en super heure creuse, entre telle heure et telle heure. Vous avez les heures creuses effectivement que vous avez habituellement, et eux proposent un super heure creuse, par exemple le week-end, entre vendredi 20h et le lundi 10h du matin. Voilà. C'est des choses, mais ça passera par le contrat. Et pour le coup de la batterie électrique, on vous aurez toujours la main pour dire ce soir, je n'active pas l'opération parce que j'ai besoin de ma voiture. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe à Jean. Donc, le conseil que vous donneriez, je pense, si j'ai bien compris, dans un cas dans des maisons individuelles, par exemple, c'est pour dimensionner l'installation, de prendre ce que j'appelle moi le bruit de fond électrique, dire ce qu'on consomme à l'heure, et puis ajouter chaque maison. On ne peut pas dire on va prendre 5 kW parce qu'on fait 5 kW, alors que la plupart du temps on est à 2. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Alors, j'ai cru comprendre en effet par rapport à le dimensionnement d'une installation sur de l'individuel, enfin sur de l'habitat. En effet, aujourd'hui, on voit, moi je trouve ça presque ridicule, on voit des maisons des fois avec juste 2 panneaux solaires photovoltaïques pour valider des choses, entre autres au niveau de la construction ou pour être sur les RT. Moi, je trouve ça toujours un peu ridicule. Vaut mieux remplir son toit finalement et puis se dire de toute manière, on en aura besoin aussi quand on passera sur un véhicule électrique. Et le fait d'avoir justement une opération d'autoconsommation collective, c'est se dire, moi, quand je produis 9 kilos sur mon toit, je l'injecte, j'en fais profiter mes voisins. Mais quand je branche ma voiture en charge rapide sur du 20 kg, par exemple, je pourrais aussi mutualiser avec l'installation photovoltaïque d'à côté, quoi. Donc, c'est vraiment se dire qu'on ne réfléchit plus tout seul, mais on réfléchit ensemble à pouvoir se dire
quand je recharge une voiture, j'ai besoin de beaucoup d'énergie d'un coup. Je vais chercher chez les autres, alors que les autres, ils n'auront pas forcément de véhicule en route, quoi. De charge en route. Ils seront tranquillement en train de regarder la télé. Donc, leurs 9 kilos, ils en consommeront que 1 kilo. C'était ça la question? Oui, c'est bon, Jean, ça marche. Oui, parce qu'on n'entend pas. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe à la pause. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour digérer l'autoconsommation collective? Vous êtes prêts à vous lancer auprès d'une PMO et de bureaux d'études? Alors, je vous propose qu'on conclue sur la partie-là pour laisser nos intervenants tranquilles. Je voudrais tout d'abord vous remercier énormément, les 4 intervenants, parce que ça vous a pris du temps d'être présents avec nous et puis les retours d'expérience sont peu nombreux. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et je pense qu'on peut même dire. On va pouvoir vous libérer. J'en profite pour vous donner encore quelques infos. Vous avez vu en haut à gauche, il y a le petit logo enregistrement. On a oublié de vous prévenir. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, on est bien embêté. On a fait quelques photos aussi qu'on utilisera dans un article de presse certainement et dans les réseaux sociaux. Donc, vous pourrez reconsulter cette ressource et redigérer ça tranquillement chez vous. On va passer à la seconde partie de la journée. Je vous invite aussi à adhérer à notre association, parce que si vous souhaitez nous soutenir dans notre travail, vous pouvez adhérer à Lorraine Énergie Renouvelable. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter du réseau Géclair, parce que bientôt, on va essayer de réaliser aussi une newsletter qui va parler d'autoconsommation collective photovoltaïque et de projets éoliens, parce qu'on a aussi dans l'année un nouveau service qui va être mis en place au sein de notre association, qui va être un conseiller auprès des collectivités sur le photovoltaïque et l'éolien. Donc, c'est un nouveau salarié dans notre équipe qui va… Voilà, son nom, ça va être le générateur. Bon, on n'a pas choisi le nom, mais voilà, il sera là, le générateur. Et donc, du coup, on va aussi beaucoup avoir de boulot sur l'éolien et le photovoltaïque auprès des collectivités notamment. C'est le public cible. Donc, voilà, n'hésitez pas pour vous maintenir informé de toutes ces évolutions régulières, d'adhérer à notre newsletter du réseau Géclair. Et voilà, pause pendant 5 minutes.